Comment faire de l'eau un enjeu de prospérité pour tous? Comment éviter les conflits liés à l'accès à cette ressource? Alors que s'ouvre aujourd'hui le 10e Forum mondial de l'eau à Bali, en Indonésie, nous recevons Cédric Servat, hydrologue et directeur du Centre international UNESCO sur l'eau. Bonsoir, soyez le bienvenu à TV5 Monde. Alors vous êtes hydrologue, vous êtes chercheur, professeur associé à l'Université de Montpellier. Après Dakar, il y a 2 ans, c'est donc l'Indonésie qui accueille cette année ce Forum mondial de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut attendre, selon vous, de ce sommet? En fait, ces sommets, et celui-là en particulier, ils ont un intérêt majeur aujourd'hui, en ce sens qu'ils permettent finalement d'aborder ce qui manque un petit peu dans le domaine de l'eau par rapport à d'autres domaines comme le climat ou la biodiversité, qui disposent de manifestations comme les COP. Ces forums mondiaux de l'eau sont une opportunité finalement pour faire en sorte qu'on se saisisse des sujets liés à l'eau au niveau mondial. Une forme de gouvernance mondiale qui s'exécute d'une certaine manière à travers ces forums mondiaux qui, avant de se tenir, donnent dans chaque région des forums régionaux qui permettent de faire le point sur les difficultés qui peuvent être connues sur certains endroits de la planète. Alors, selon les chiffres qui sont connus de la répartition de l'eau sur la Terre, on sait que l'eau douce représente seulement 3% de l'eau disponible. Quel type de défi est-ce que ça pose ? Alors, non seulement 3%, mais en fait, en plus de ça, l'eau qui est facilement accessible, je dirais, à travers les cours d'eau, les lacs, etc., c'est moins de 1%. Et donc, on comprend aisément que garantir un accès à l'eau pour chacun des êtres humains sur cette planète va être un vrai défi à relever. La ressource est rare, elle va être difficile parfois à capter, il va falloir la préserver puisqu'elle est rare, et on est en plus dans un contexte dans lequel la démographie s'accroît. On va passer entre 2020 et 2050 de un peu plus de 7 milliards et demi à presque 10 milliards d'habitants. Donc il y a un vrai défi au regard d'une ressource qui est rare, qu'on ne renouvelle pas, qu'on ne crée pas. On ne crée pas d'eau, on a un stock, il faut se débrouiller avec ce stock. Et donc on comprend aisément qu'il puisse y avoir des inégalités et des difficultés d'accès à cette ressource. Alors vous venez d'insister sur la rareté d'accès à l'eau pour beaucoup de personnes dans le monde. 2 milliards d'individus, selon l'ONU, privés d'accès à l'eau potable. C'est notamment le cas en République démocratique du Congo, en Afrique. Je vous propose de regarder les images à Bukavu, dans l'est du pays, images commentées par Jean-Luc Eguezier. On en reparle juste après. Des dizaines de bidons en attente, les femmes se pressent autour d'une petite source dans le quartier Ndendere d'Ibanda, Bukavu. Elles payent toutes 200 francs congolais, soit 7 centimes d'euros, à la propriétaire des lieux pour remplir leur récipient. Elles n'ont pas le choix. Depuis quelques jours, l'eau a disparu des robinets dans cette grande ville de l'Est congolais. Nous puisons ici car nous ne trouvons pas de l'eau propre, ça nous fatigue. Nous remercions la maman ici de nous laisser puiser dans sa parcelle. Si elle n'était pas là, on allait souffrir. Maman, merci, que Dieu te bénisse. L'autre option, pire encore, c'est de puiser de l'eau dans le lac Kivu. Des piroguiers vont la chercher un peu à l'écart du rivage, moyennant 500 francs congolais, 17 centimes d'euros. Une solution coûteuse et dangereuse, car l'eau est très polluée. Le lac reçoit tous les effluents de la ville. En l'absence de traitement, elle peut provoquer des maladies. C'est un acte presque criminel que nous condamnons. Et ici, nous tenons à condamner la gestion, pourquoi pas chaotique, au niveau de la régie des eaux. Du côté de la régie des eaux, la société publique chargée de la distribution, on met en cause l'activité sismique de la région, qui vient régulièrement couper la conduite principale d'approvisionnement. Il faut dire que Bukavu, déjà au départ, nous avons des besoins en eau qui tournent autour de 70 000 mètres cubes jour, alors que les installations ne peuvent pas nous donner plus de 40 000 mètres cubes jour. Ce qui fait que nous avons plus d'un tiers de nos besoins en eau qui ne sont pas satisfaits. Ainsi, même en temps normal, les habitants de Bukavu ont dû s'habituer à des coupures régulières. Et pour le moment, la corvée d'eau, essentiellement supportée par les femmes, va continuer. Des mouvements citoyens annoncent qu'ils vont déposer une plainte contre la régie des eaux.
Éric Servat, concrètement, quelle est l'importance de l'eau dans le développement social et économique, notamment en Afrique d'ailleurs, dont on vient de voir les images? Finalement, ce reportage, il est très bien parce qu'il met en avant pratiquement toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Des problèmes d'infrastructure, des problèmes de politique et de gouvernance, des problèmes de contamination de la ressource et des problèmes sociétaux, une forme de discrimination finalement vis-à-vis des femmes et des filles qui sont, elles, en charge de se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour trouver de l'eau. Et donc, on comprend toute la difficulté. Évidemment, la consommation d'une eau de mauvaise qualité, comme celle qui va être prise dans le lac, va engendrer des maladies, notamment des déshydratations dues à des diarrhées. On va avoir des infrastructures qui sont insuffisantes et qui sont sans doute en mauvais état, pas suffisamment entretenues. Ça pose notamment, par exemple, le cas des grandes villes qui se développent aujourd'hui sur le continent africain. Les taux de croissance de ces grandes villes sont tels, ils sont parfois de l'ordre de 4%, ce qui est considérable. Quand vous comparez par exemple à des grandes villes occidentales, les taux de croissance sont compris entre 0,5 et 0,8%. Là, on va être sur des taux de croissance entre 3,5 et 4% dans certains cas. Et donc, on imagine facilement la difficulté qu'il peut y avoir à mettre en place des infrastructures nécessaires pour amener de l'eau et pour également mettre en place des réseaux d'assainissement. Et puis, il y a ce côté, je dirais, très inégalitaire entre les hommes et les femmes qui crée beaucoup de problèmes. Un chiffre, par exemple. Dans 80% des cas, lorsqu'il n'y a pas d'eau potable, d'eau de qualité à domicile, et la notion d'eau potable à domicile, c'est de l'eau potable accessible dans un rayon de 10 à 15 minutes à pied. C'est à peu près ça. Donc il faut avoir déjà conscience de ce qu'est cette notion d'eau potable à domicile. Eh bien, dans 80% des cas, ce sont les femmes et leurs filles qui vont chercher l'eau. Et lorsqu'elles vont chercher l'eau, eh bien évidemment, les filles ne vont pas à l'école. L'UNESCO a fait une petite estimation de ce que cela représentait. Ça veut dire que chaque jour, et j'insiste bien sur cette notion-là, c'est chaque jour, il y a dans le monde 200 millions d'heures de scolarité qui sont perdues pour les filles. Et pendant ce temps-là, les garçons vont à l'école. Et donc, on comprend bien finalement toutes ces disparités et toutes ces difficultés qui vont avec la question de l'eau dans toutes les sociétés, et en particulier dans certaines sociétés dans lesquelles il y a des problèmes qui sont des problèmes économiques, des problèmes financiers, des problèmes d'infrastructure, des problèmes de croissance urbaine, de démographie, etc., et qui engendrent donc tout un lot de difficultés qui vont depuis la consommation d'une eau de mauvaise qualité jusqu'à des enjeux qui sont des enjeux sociétaux. Alors, il y a des zones, Éric Servat, qui sont dans ce qu'on appelle des situations de stress hydrique, hein, c'est-à-dire, je parle sous votre contrôle des situations quand les ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande en eau. Comment est-ce qu'on peut faire pour, en quelque sorte, réparer ça ? Alors, réparer, vous savez, l'élément essentiel dans les questions de stress hydrique, l'élément essentiel, ce sont les précipitations. Et puis la capacité d'infiltration, par exemple, et de stockage. Et donc, la question des précipitations, elle va de pair avec le climat et avec le changement climatique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, par exemple, le bassin méditerranéen, et avec notamment les pays du nord de l'Afrique, sont dans un état de stress hydrique qui est extrêmement important. Or, le bassin méditerranéen est considéré comme un hotspot du changement climatique. C'est-à-dire que ces tendances vont sans doute s'accentuer dans les années et les décennies qui viennent. Ça veut dire qu'il va falloir remettre en question un certain nombre de choses. Il va falloir remettre en question les types d'usages qu'on peut faire à tous les niveaux. Il va falloir remettre en question les usages domestiques. Il va falloir essayer de faire en sorte qu'on puisse optimiser notre consommation. Alors, vous me direz, dans beaucoup de cas, les populations sont déjà contraintes d'utiliser peu d'eau, d'avoir accès à une ressource qui est faible. Et dans ces conditions-là, il va être compliqué de leur demander de faire moins encore. Donc, il va falloir travailler, par exemple, sur une amélioration des process qu'on va pouvoir développer en agriculture. Il va falloir donc essayer d'optimiser un certain nombre de choses, notamment parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de cultures qui sont des cultures issues de l'irrigation. Et donc, il va falloir trouver le moyen
de mettre en place des systèmes d'irrigation qui vont être moins consommateurs d'eau. Il va falloir optimiser au maximum l'utilisation de la moindre goutte d'eau dans le domaine agricole. Et puis il va falloir que l'industrie fasse aussi de gros efforts et que notamment on se tourne vers des process qui vont réutiliser, recycler l'eau consommée dans le contexte industriel. Et puis il y a d'autres systèmes qu'il va falloir mettre en place. Je pense en particulier à la réutilisation des eaux usées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a traité les eaux, au lieu de les rejeter purement et simplement dans le milieu naturel, il va falloir, dans certains endroits, pouvoir les utiliser, par exemple, pour de l'irrigation. Et puis, on va sans doute être amené à se tourner vers des solutions qui sont encore peu utilisées, comme les solutions liées au dessalement de l'eau de mer. Ça, c'est quelque chose vers lequel on ira immanquablement dans un certain nombre de pays. Mais il faut avoir conscience du fait qu'aujourd'hui, compte tenu du prix de l'énergie, c'est une solution qui va être recherchée, je veux dire, en dernière option. Parce que sans ça, on va être dans des conditions d'utilisation qui risquent de peser sur les finances disponibles. On a bien compris le rôle de l'eau dans la sécurité alimentaire, dans les problématiques sociologiques, sanitaires et dans le développement économique aussi. Peut-être qu'on peut s'intéresser au rôle de l'eau dans les questions géopolitiques, puisqu'il y a beaucoup de conflits ou de tensions diplomatiques qui sont précisément liées à la gestion de l'eau. Je pense évidemment au Proche-Orient, mais également en Afrique, entre l'Éthiopie, l'Égypte, le Soudan. Est-ce qu'il vous semble qu'un forum comme celui de l'eau, qui se tient actuellement à Bali, est à même de poser ces questions-là sur la table ? Alors, il faut le souhaiter, et au vu du programme, effectivement, ces questions seront abordées. Et c'est en ça que ce type de forum qui rassemble l'ensemble des acteurs, finalement, depuis les scientifiques jusqu'aux représentants du monde institutionnel, c'est en ça que ces forums sont extrêmement importants. De la même façon, un autre point qui est très important, c'est par exemple la tenue en mars 2023 d'une conférence internationale des Nations Unies à New York. C'était la première qui se tenait sur la question de l'eau depuis 1977. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à travers ces forums mondiaux de l'eau, à travers ces conférences thématiques sur l'eau que mettent en place les Nations Unies, il y a une forme de mobilisation à l'échelle mondiale autour de la question de l'eau. Et c'est absolument indispensable aujourd'hui. On sait que l'eau est indispensable à toute activité de nos sociétés humaines. Et il est donc absolument incontournable aujourd'hui qu'on assiste à une vraie mobilisation au niveau mondial, de façon à la fois partager les soucis, mais aussi partager les solutions qui peuvent exister et réfléchir ensemble à la mise en œuvre de ces solutions, des adaptations qui sont nécessaires, des transformations qui sont nécessaires. Et cette volonté-là, elle doit s'exprimer à travers la tenue de ces différents forums. Est-ce que les innovations technologiques, est-ce que la tech, est-ce que le numérique, le digital sont des ressources importantes pour régler ces problèmes liés à la rareté de l'accès à l'eau ? Alors, elles ne régleront pas tout, évidemment. Il faut aussi qu'il y ait des discussions, il faut qu'il y ait des prises en main politiques d'un certain nombre de choses. Mais oui, bien sûr, la science, la technologie, le progrès, l'innovation sont des éléments qui vont amener un certain nombre de choses. Par exemple, des développements de capteurs qui vont permettre d'optimiser au maximum l'utilisation de la ressource en matière d'irrigation, toutes les techniques de réutilisation des eaux usées, les techniques optimisées en matière de dessalement de l'eau de mer pour essayer de réduire le coût énergétique de ces technologies-là. Oui, bien sûr, la science, la technologie sont des éléments et des atouts, des appuis qu'il convient de prendre en compte dans la recherche de solutions par rapport à ces problématiques liées à l'eau. Il y a une pollution qui est importante, de plus en plus importante, mais dont on parle peu, c'est la pollution liée aux médicaments, aux pesticides également. Est-ce que sur ces questions de pollution, on a déjà des débuts de réponse, des débuts de solutions pour dépolluer l'eau ? Alors, il existe effectivement aujourd'hui des techniques de dépollution. Après, ce qui se passe, c'est qu'on est capable aujourd'hui de détecter de plus en plus finalement de produits, y compris leurs interactions sous forme de métabolites. Et on continue à développer. Je peux vous assurer de ce que, par exemple, dans le domaine de la recherche aujourd'hui, on développe beaucoup d'efforts
pour mettre au point des techniques qui vont permettre d'abord d'identifier ces polluants, puis ensuite de faire en sorte qu'on puisse s'en débarrasser dans tous les process de traitement de l'eau qu'on peut mettre en place aujourd'hui. La recherche est vraiment totalement mobilisée et de plus en plus dans l'interaction avec les entreprises du domaine de l'eau. Et je crois que les solutions, de toute façon, ne passeront qu'à travers la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et c'est ce, notamment, pourquoi ces forums sont intéressants aussi, parce qu'ils vont rassembler des scientifiques, des entreprises, des représentants du monde institutionnel, des représentants de la gouvernance internationale. Et on sent que tout le monde se mobilise. Et de notre côté, nous, scientifiques, nous faisons chaque jour d'énormes efforts pour essayer de mettre au point des solutions par rapport aux nouveaux défis que nous rencontrons chaque jour. Merci à vous, Éric Servat, hydrologue, directeur du Centre international UNESCO sur l'eau, professeur associé à l'Université de Montpellier. Merci à vous. Je rappelle que le Forum mondial de l'eau se tient donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi 25 mai. Ça se passe à Bali, en Indonésie.